4 planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Franck Tillier pour son nouveau roman, La Faille, paru le 4 mai 2023 aux éditions Fleuve Noir. Je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe après la mort, ce qu'il advient de notre âme quand notre corps s'éteint. Est-ce que tout est vraiment terminé une fois le dernier souffle rendu ? Eh bien, c'est à cette vertigineuse question que répond le nouveau roman de Franck Tillier. Et il est aussi formidable qu'effroyable, vous verrez. Car cette fois, c'est la mort, la grande héroïne de ce roman. C'est elle qui vole la vedette au commandant Charcot et au lieutenant Lucie Bell. En s'abattant sur les personnages, la grande faucheuse décime leurs illusions, leurs certitudes, leurs espoirs, toutes leurs convictions les plus profondes. Et les nôtres aussi, vous verrez. La Faille interroge les limites de la science et de la médecine, sonde avec finesse la frontière entre la vie et la mort. Et elle est bien plus ténue que vous ne l'imaginez. Mais je ne vous en dis pas plus. La suite, c'est Franck Tillier qui va vous la raconter. Allez, allons chercher. Bonjour Franck Tillier. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans Entre 4 planches. Merci. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Ah d'accord, on va essayer. On y va ? Allez, allons-y. Attention à la marche. Alors Franck Tillier, Oui. comme vous l'écrivez très précisément dans La Faille, page 255, si vous n'avez pas envie de mourir, c'est le moment ou jamais de faire demi-tour. Oui, j'ai presque envie de faire demi-tour, mais je vais quand même... je vais rester. Ah bah merci, j'en suis bien contente. On s'installe alors. Allez. Alors asseyons-nous Franck Tillier. Allez. Je vous en prie. Prenez place. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Est-ce que vous avez une idée, Franck Tillier, du nombre de personnages que vous avez tués depuis la parution de votre premier roman ? J'en ai tué un très grand nombre, je pense. J'en tue au moins un par roman. Je pense que le roman où j'ai le plus tué de personnes, c'est Pandémia, puisque c'est une histoire de virus. Et là, on en compte souvent en milliers, voire en millions. Donc je pense que j'ai un peu battu le record du nombre de personnages tués dans un roman. Mais c'est vrai qu'on est quand même des grands criminels, et heureusement par l'imaginaire, heureusement. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez eu plus particulièrement de la peine à voir mourir ? Oui, c'est des personnages auxquels on est attaché. Les auteurs, on crée des personnages de papier, on aime tous nos personnages. Et quand on tue des méchants, ça va, on se dit c'est un méchant, donc ça ne pose pas de problème. Quand on tue des personnes qui sont des héros, des gentils, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que parmi la vingtaine de livres que j'ai écrits, j'ai quand même tué des êtres très proches de mes personnages principaux que les lecteurs adorent. Donc c'est toujours émouvant. C'est vrai que c'est quelque part une sorte de responsabilité en tant qu'auteur, parce qu'on se dit, même si c'est qu'un être de papier, les lecteurs ils sont tellement attachés que c'est un peu comme si on touchait à quelqu'un de réel. C'est ça qui est fascinant. Et vous êtes vraiment ému au moment où vous décidez, au moment où vous êtes en train d'écrire et vous décidez que c'est le moment de les voir mourir ? Oui, je suis ému. Je sais l'impact que ça va avoir quand les lecteurs vont lire ce passage-là. Je me mets à leur place. Donc je suis vraiment conscient de mon geste, ce qui n'était pas le cas forcément dans les premiers romans, parce que dans les premiers romans, Vous tuiez plus facilement dans les premiers romans ? Oui, puis on ne sait pas on se rend pas compte de la force en fait de l'émotion qu'on dégage chez un lecteur, et ça c'est vrai que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des livres. Les gens venaient me voir et je dirais presque se plaignaient de ce que j'avais fait. Donc c'est très émouvant en fait quand on est auteur de se dire c'est qu'en fait ils sont tellement attachés au personnage que il faut faire attention. On a cette petite responsabilité d'agir ou pas en fait. Voilà. On est quand même là pour parler un peu de la mort. C'est un peu le principe d'Entre 4 planches, puisque vous autres romanciers de thriller, vous passez votre temps à nous faire peur et à nous effrayer avec la mort. Charcot, lui, il dit dans La Faille, là, il dit qu'il ne croit pas au diable. Est-ce que vous y croyez ? Non, alors je pense que le diable est bien présent dans les hommes, enfin dans le monde dans lequel on vit. Après, au-delà de la mort, c'est vrai que c'est une question forcément qu'on se pose quand on est auteur. Enfin, tout le monde se la pose, et quand on est auteur de roman policier, on se la pose aussi, parce qu'on la côtoie en permanence dans nos livres. Moi, ça fait 20 ans que j'écris des histoires avec des policiers où il y a des meurtres, des enquêtes, des autopsies. Donc même l'autopsie, c'est quelque chose de... Enfin là, on est sur un cercueil. Moi, c'est ça en permanence dans mes livres.
Et donc on y pense tout le temps. Et votre mort à vous, Franck, alors, vous y pensez ou pas? Ou vous ne pensez qu'à celle de vos personnages? Non, je pense qu'à celle de mes personnages. Alors moi, alors, je pense qu'on a tous quand même cette peur de ne plus exister, en fait. C'est plus ça que la peur de la mort, parce qu'il peut y avoir des belles morts, des morts rapides. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est finalement de mal vieillir, voilà. Donc c'est des choses complètement différentes. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi, quelque part, la côtoyer comme ça dans les romans policiers, c'est un moyen de l'exorciser. D'apprivoiser l'idée de votre propre mort? Oui, bah, en fait, parce que les gens essayent de la repousser de ne pas vouloir y penser. C'est aussi c'est la raison pour laquelle j'en fais un sujet principal du livre. C'est justement pour que les gens se rendent compte, aient une autre image de la mort. Et c'est l'un des buts du livre. Donc, ouais, elle fait partie vraiment de mon métier, de mon quotidien. Et bon, voilà, elle me fait peur de ne plus exister, oui, parce qu'il y a des gens auxquels je tiens. Et puis voilà, mais après, elle ne fait pas particulièrement peur, quoi, on va dire. Est-ce que vous avez déjà pris vos dispositions? Non, alors c'est des sujets... mes proches, en plus, c'est terrible, parce que dans le roman, je parle de ces histoires qu'il faut faire une lettre. Tout à fait. Et je sais que je dois faire ça. Mais en fait, c'est l'acte de l'affaire qui me... Voilà, de me poser, de dire... et de penser à ça, finalement, voilà, j'ai du mal aussi à me projeter, à dire... voilà, mais je vais le faire, parce que c'est quelque chose que je défends dans le livre, de dire, bah voilà, si un jour je me retrouve dans une situation de branchement, bah débranchez-moi. Enfin, c'est un peu ces choses-là. Et vous savez si vous serez plutôt pour l'inhumation ou la crémation? Oui, alors bon, après, là, c'est un peu des convictions personnelles, donc vous gardez ces secrets? Je garde ça un peu pour moi, mais oui, ça, c'est des choses dont ma famille est au courant. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à le dire, c'est qu'il faut faire effectivement ces histoires de lettres, dire si on est donneur d'organes. Alors je crois qu'aujourd'hui on l'est par défaut, il faut écrire une lettre pour laquelle on est contre pour ne pas les donner. Et donc du corps c'est l'inverse, c'est-à-dire que par défaut le corps est restitué à la famille. Si on veut donner son corps, il faut écrire une lettre. Donc voilà, c'est des choses effectivement qui sont assez simples. Il faut se poser, à tête reposée, puis dire bah voilà, s'il m'arrive ça, parce que ça facilite beaucoup ensuite les choses pour les vivants, en fait. Franck Tillier, est-ce que vous avez une idée de votre épitaphe? Est-ce que à ça, vous y avez déjà pensé ou ça non plus? Non, jamais, en fait, Vous n'y avez pas pensé, Franck? Moi, quand j'ai lu, en fait, les vers d'Edgar Allan Poe que vous citez en exergue de La Faille, dans La Dormeuse, je me suis dit que ça serait pas mal comme épitaphe. Puisse son sommeil être profond aussi bien qu'éternel. Ouais, c'est vrai, ça adoucit, je trouve, la mort, et puis ça laisse une marque. Mais c'est vrai que l'épitaphe, étant écrivain, il faudrait que j'y pense, parce que c'est vrai que c'est un peu, ça permettrait de laisser une trace de la personne que j'ai été. Après, il faut vraiment trouver finalement la phrase comme un titre de livre qui correspond bien à ce qu'on a été. Et encore une chose à rajouter à ma checklist autour de la mort. Est-ce que vous avez déjà pris place dans un cercueil, Franck Tillier? Non, alors j'ai déjà visité une fabrique de cercueils. Ça, c'était en Italie. Pour les recherches d'un roman, peut-être? Oui, en fait, c'est parce que je suis traduit en Italie. Et il m'avait fait visiter, il connaissait quelqu'un qui connaissait un peu mon rapport justement à l'univers policier. Il m'a dit bah, tiens, viens, il y a quelqu'un qui peut te faire visiter. J'ai dit bah pourquoi pas. Et, donc voilà, c'était complètement par hasard, mais j'avais trouvé ça complètement curieux d'être en Italie et au lieu de visiter les monuments, d'aller faire un tour dans les fabriques de cercueils. Mais c'était une belle expérience. Est-ce que vous avez déjà ouvert un cercueil? Oui, alors j'ai déjà vu ouvert, non. Le geste d'ouverture, j'ai jamais fait. Mais bon, vous voulez bien m'aider à ouvrir celui-ci? Allez, on peut essayer. Allez. Allons-y. C'est un peu lourd, Franck. Hein, attention. Allez, ouais, c'est vrai que ça pèse. Curieuse sensation quand même. Hein. Franck, accepteriez-vous de prendre place entre quatre planches? Tant que je peux en sortir, je vais essayer. Ah bah c'est très gentil. Mais vous pourrez en sortir, n'ayez crainte. J'espère. Allez, installez-vous. Confortablement. Confortablement. Hop. On est bien, on n'est pas si mal. Non, on n'est pas si mal. Parce que quand même, dans La Faille, Franck, vous faites allusion à ces gens qui se font enfermer dans un cercueil et vous dites qu'ils jouent des Dracula entre quatre planches et en fait, bah, maintenant vous y voilà, quoi. J'y suis, c'est vrai que je teste, mais c'est parce qu'en fait
J'ai peur de l'enfermement, en fait. C'est vrai que ça fait partie des peurs. Sauf là, ça va, je suis pas enfermé puisque je suis à l'air libre. Un cercueil ouvert, ça va? Mais c'est vrai qu'être enterré vivant ou derrière des murs, c'est effrayant. C'est pour ça que j'en parle dans le livre, un peu pour exorciser justement toutes ces peurs. L'heure de notre interview mortelle a donc sonné. Je vous pose quelques questions. Est-ce qu'il vous arrive souvent, Franck, de faire le mort? Je veux dire, de ne plus donner de nouvelles. Non, je donne quand même des nouvelles. Aujourd'hui, avec les réseaux, on attend à ce qu'il y ait une réponse. J'aime pas trop inquiéter les gens, donc je suis assez présent, même quand je suis loin. Que faites-vous pour tuer le temps? Pour tuer le temps, je m'occupe tout le temps, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'activités, et puis finalement, quand j'ai vraiment rien à faire, je me plonge dans mon propre imaginaire et j'essaye d'inventer des histoires, de trouver des idées. Donc finalement, le temps passe toujours très très vite pour moi. Qu'est-ce qui pour vous est une question de vie ou de mort? Une question de vie ou de mort, c'est de ne plus avoir de chocolat à manger le soir, par exemple. Quand est-ce que vous vous sentez la mort dans l'âme, Franck Thillier? Parfois, par rapport au thème que j'aborde dans mes livres, c'est vrai que j'aborde des sujets douloureux et parfois ça me touche, mais j'essaie quand même d'écrire sur ces sujets-là parce que voilà, mon but aussi en tant que romancier, c'est de retransmettre justement ce que j'ai pu moi-même découvrir, toute cette noirceur du monde. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait mourir de rire? Les blagues carambar. Non, j'aime bien, disons que je rigole pas souvent en fait quand je suis enfermé avec mes histoires, donc c'est vrai que je meurs de rire quand je vais rencontrer un légiste qui va me raconter un peu ces petites anecdotes justement de corps qui l'autopsie, de tous les professionnels du métier en fait où on se rend compte qu'ils font des métiers difficiles. Ils rient pas souvent dans leur métier. Et c'est vrai que parfois ils se lâchent et ils ont des anecdotes absolument incroyables. Et on s'échange un peu la noirceur de nos âmes à travers l'humour. Dans quelle situation vous vous dites qu'il n'y a pas mort d'homme? À partir du moment où on est en bonne santé, en fait. C'est-à-dire que si la santé va bien, tout va bien. Et c'est ce qui rend finalement cette littérature-là très addictive chez le lecteur. C'est-à-dire que en fait, on a tous nos problèmes, et quand on se rend compte des problèmes que traversent les héros des livres, finalement, on se dit, il peut nous arriver quand même des choses. Il y a pire que nous dans les livres, donc il n'y a pas mort d'homme. C'est un peu ça, de relativiser et de se dire qu'il y a toujours... tant qu'on est en vie et en bonne santé, c'est le plus important. Qu'est-ce qui vous refroidit le plus dans la vie? C'est la violence, en fait. J'ai du mal à supporter la violence, quelle qu'elle soit verbale, physique. Je suis très tolérant sur beaucoup de choses, mais c'est vrai que la violence me refroidit, me heurte, et donc c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Comment vous faites pour rompre un silence de mort? Je romps rarement les silences de mort parce que je suis moi-même assez taiseux. C'est pas moi qui souvent lance ces conversations, donc je vais avoir plutôt tendance à le prolonger. Oui. Souvent ça crée des moments de gêne, mais c'est un peu un face-à-face, et souvent c'est celui qui est en face qui rompt le silence. Quel est votre cadavre dans le placard? Est-ce que vous en avez un? Oui, alors je dis souvent dans mes livres, on a tous un squelette, un cadavre dans le placard, chacun d'entre nous. Après, ça fait partie des petits jardins secrets, qui peuvent faire partie de l'intimité, Donc on en a tous un. Après, c'est des petites choses qu'on garde pour soi. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort? C'est de faire trop de mal à mes personnages. Alors, j'ai déjà eu des lecteurs qui sont toujours adorables, mais qui viennent un peu me voir en me disant « Bon, attention, vous faites du mal à vos personnages, on vous surveille, ne les malmenez pas trop. » Donc voilà, ça pourrait être si je fais du mal à mon personnage principal, Charcot, par exemple, je sais que j'ai plus intérêt à aller en dédicace, à me cacher dans mon bureau et à ne plus sortir. Ma dernière question dans ce cercueil, après j'en aurai fini. Pour vous, quelle est la phrase qui tue, Franck Thillier? On ne meurt que 2 fois. Ça existe, ça, comme phrase? On ne meurt que 2 fois? Ouais, je sais pas. Oui, voilà. Allez, venez, on va quand même pas passer la vie dans ce cercueil. Hop, allez, oups. Attention, sortons-en. Franck Thillier, racontez-nous la genèse de ce thriller. Parce que vous aviez déjà abordé la question de la violence, vous aviez déjà abordé la question de l'évolution, ou encore de la mémoire dans vos précédents romans. Mais vous n'aviez jamais encore fait de la mort le personnage principal, si je puis dire, l'héroïne de ce thriller.
comment vous est venue cette idée? Alors c'est l'idée d'écrire un livre autour de la mort, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Ça fait partie des grands sujets que j'avais envie de traiter, comme vous l'avez dit, la mémoire, l'évolution, l'ADN, le virus, comme j'ai fait dans Pandémia. Ouais. Mais vous savez, quand on a une grande idée, il faut trouver le moyen de la concrétiser, de la transformer en une histoire, en un roman. C'est vrai que ce qui m'avait rebuté avec la mort, c'était que par définition, c'est pas très gai. Non, et voilà, donc j'écris quand même des histoires où je propose un voyage. Ça reste une évasion de lire un livre, donc c'est toujours très important de se dire, les gens qui vont lire ce livre vont avoir envie de vivre une aventure et de prendre du plaisir de lecture. Et c'est le cas, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à lire La Faille. Oui, et donc voilà, il fallait trouver le moyen de parler de ce sujet quand même très grave qu'est la mort, mais en gardant le cœur de ce que je veux faire, c'est-à-dire de procurer du plaisir. Donc il fallait trouver vraiment un équilibre et un moyen de la concrétiser, d'écrire une histoire autour de ce sujet. Ça paraît entre guillemets évident quand on lit le livre, mais c'est vrai que c'est long à se mettre en place et j'ai trouvé que c'était le bon moment cette année pour le faire. Je me sentais prêt à parler de ce sujet. Donc c'était très fort émotionnellement aussi à écrire. Et alors c'est très fort émotionnellement à lire, mais on apprend aussi énormément de choses dans votre livre autour de la mort, parce que finalement on parle de la mort comme ça, mais il y a énormément de dimensions qui lui sont liées et qui sont méconnues. Par exemple, personnellement, j'ignorais que la définition de la mort, elle n'était pas la même dans tous les pays. Oui. J'aimerais bien que vous nous racontiez en quelques mots en quoi, et surtout, du coup, pourquoi c'était si fécond d'un point de vue romanesque et quelles sont les conséquences de cette définition qui fluctue d'un pays à l'autre? Oui, alors la définition de la mort a changé avec les époques, avec l'évolution de la science, parce que on a tous entendu parler justement des croque-morts qui mordaient les orteils il y a un siècle. C'était une légende, ça, ou est-ce que c'est vraiment vrai? Non, c'était vrai. Ils mordaient vraiment les... Parce qu'il y avait un nerf et puis, qui déclenchait forcément des mimiques du soi-disant cadavre, et il y en a qui bougeaient de temps en temps, c'était un moyen. Puis après, il y a eu l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire qu'on a estimé que l'arrêt cardiaque, c'était la définition de la mort. Et après, à partir de 1968, fin de ces années-là, on s'est rendu compte que finalement, l'arrêt cardiaque, c'était pas synonyme de mort. Il y a des gens qui revenaient, le cœur se remettait à battre, donc les personnes étaient encore vivantes. Et donc, la définition de la mort est venue à la mort cérébrale, c'est-à-dire aujourd'hui, en France, quelqu'un est déclaré comme mort si le cerveau est mort, donc plus aucune activité. Et le tronc cérébral, c'est la partie qui est collée sous le cerveau, qui fait le lien entre le cerveau et tout ce qui est nerveux, en fait, et qui va générer la respiration, les battements cardiaques. Donc il faut ces deux éléments-là inactifs pour déclarer quelqu'un de mort. Alors que, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, seul le cerveau suffit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui continuent à respirer spontanément et dont le cœur continue à battre sans les machines, mais qui en fait n'ont plus aucune conscience. C'est-à-dire que le cerveau est vraiment mort, et on estime dans ces pays-là qu'à partir du moment où on n'a plus de conscience, on n'est plus un être social, et donc on est déclaré comme mort. Et donc voilà, c'est très troublant parce que une personne qui est morte en Angleterre, qui aurait que le cerveau mort, en France, elle serait encore considérée comme vivante parce que le tronc cérébral fonctionne encore. Donc ça crée des incohérences, en fait. Et c'est ça, moi, en fait, j'ai tiré un peu sur ce fil-là pour créer quelque chose de très curieux autour d'un personnage dont on ne sait pas trop. Pour certains, il est mort, pour d'autres, il n'est pas mort. Le corps continue à évoluer alors qu'en fait, le cerveau est complètement mort. Donc c'est, Et ça crée des frictions entre vos personnages. Oui, ça crée des frictions, puis ça crée des vraies interrogations chez les gens, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'est la mort. Et j'ai voulu aussi comprendre d'un point de vue scientifique, justement, quand elle apparaît, en fait, c'est pas spontané, c'est tout un ensemble de réactions. Et en fait, quand trouve-t-on le retour en arrière impossible? C'est-à-dire à partir de quel point on ne peut plus revenir en arrière? Et donc c'était fascinant, parce qu'après, il y a évidemment tous les gens qui reviennent, il y a les expériences de mort imminente, avec ces visions, de se dire est-ce que c'est le cerveau qui génère les visions, ou est-ce que c'est l'âme qui flotte quelque part, qui voit des choses et qui revient. Et c'est pour ça que c'est un sujet vraiment très romanesque. Après, on imagine bien aussi, et je le fais aussi dans le roman, je le traite, des gens un peu poursuivis par la mort, c'est-à-dire qui auraient dû mourir, des accidents, tout le monde est mort sauf cette personne-là, elle survit, puis à un moment donné, elle meurt quand même. Je ne sais pas si vous avez vu le film Destination Finale il y a quelques années, mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réchappe à la mort, on n'est pas le même. On n'est pas le même, on est transformé, mais est-ce qu'elle ne va pas venir nous rechercher plus tard? C'est ça. Et nous traquer,
Et donc voilà, il y a vraiment tous ces éléments-là, et c'est ce qui crée un récit vraiment très, très romanesque et très rythmé en fait, autour de la mort. Tout à fait, et on n'est jamais au bout de nos surprises. Je trouve que c'est ça qui fait la force de ce roman-là. Vous nous faites découvrir des choses assez terribles, donc, que je me garderai donc bien de divulgacher, mais aussi des pratiques méconnues, Franck Thillier. Par exemple, j'ignorais complètement l'art funéraire du transi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Le transi, c'est vraiment cet art funéraire qui consiste à dire bah non, la mort n'est pas belle, et puis un cadavre, c'est ça en fait. Et donc on a des statues, des moulures, des peintures qui sont des transis, c'est-à-dire bah, le mort, c'est pas le mort souriant dans son lit, c'est ce corps tout squelettique, tout. Et vous vous êtes inspiré de transis pour écrire le roman? Oui, bah, j'ai découvert des transis, on en trouve, enfin, voilà, mais parfois des anonymes, hein, c'est juste des gens qui. Donc on trouve toute cette documentation. Là, il y a par exemple les photos qu'on prenait dans les années 20, que les gens prenaient avec leurs défunts, c'est-à-dire vous avez des photos de famille. On se faisait photographier avec les morts qui étaient là. Parce qu'on considérait que justement c'était un dernier au revoir, donc il y a beaucoup de photos où des gens qui sont morts, mais on prenait une photo de famille en fait. Et, on prendra une photo de nous deux tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et, mais voilà, il y a un rapport qui a évolué aujourd'hui par rapport à la mort. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à... C'est très curieux parce qu'on la voit partout. On la voit à la télé, on la voit avec le Covid. Par contre, quand elle nous touche un peu plus près, autour de nous, on essaye de la fuir, de l'ignorer. Et ça aussi, c'était fascinant à traiter dans le livre. J'ai vraiment voulu traiter ce sujet de la mort. Encore une fois, on en revient là, mais sous tous les aspects, c'est-à-dire elle est omniprésente à la fois dans les personnages, dans mon propos, et puis dans les lieux aussi, qui ont tous un rapport justement avec la mort. La vie s'agite de nombreuses façons autour de la mort, en fait. C'est ça dont on prend conscience en lisant votre roman. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, je parle beaucoup de la mort, mais c'est quelque part une ode à la vie, et puis c'est la force de la vie qui surpasse un peu tout ce qui se passe autour de cette mort qui est omniprésente. Voilà, c'est ce que j'ai voulu créer. J'ai voulu quelque part que le lecteur aussi apprivoise un peu ce qu'est la mort, qu'il comprenne un peu ce qu'elle représente d'un point de vue scientifique, et puis évidemment ces questions un peu d'éthique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui nous concernent tous à un moment donné dans nos vies, parce que c'est vrai que la mort c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, universel, et c'est vrai que j'aime bien apporter une réflexion au lecteur quand il referme le livre, qu'il ait appris quelque chose et qu'il ait aussi envie finalement peut-être de creuser encore un peu plus le sujet. Dans le livre, Franck, c'est ainsi que vous réussissez à générer une tension absolument incroyable. Les personnages sont confrontés à des questions terribles, à des questions bioéthiques. Quelle est cette question? Oui, j'ai voulu aborder la partie éthique de la mort, notamment ce qui touche la fin de vie, mais pas forcément d'une personne âgée, c'est-à-dire une personne qui est en pleine forme, qui à un moment donné voit sa vie fauchée, et donc qui se retrouve à l'hôpital sous respirateur. Alors, j'en dis pas plus, mais en tout cas, à un moment donné, justement, on va avoir des personnages qui vont avoir un choix à faire, c'est-à-dire de cette personne qui est là, que les machines font encore respirer, dont le cœur bat encore. Ils vont pas tous être d'accord. Ils vont pas tous être d'accord, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conflit très fort et qu'on comprend, c'est-à-dire que c'est ce qui va générer beaucoup d'émotions chez le lecteur, parce qu'on peut comprendre les deux parties, celles qui sont pour et celles qui sont contre, parce qu'elles ont chacun des arguments très, très justes, un peu comme, vous savez, l'affaire Vincent Lambert, par exemple, qui a suscité un peu des débats comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai apporté quelque chose de différent de l'affaire Vincent Lambert. Il y a quelque chose en plus qui déchire encore plus la famille, parce qu'il y a cette mort qui est là, le retour en arrière impossible, mais en même temps, il y a la vie qui est là quelque part. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on privilégie l'arrêt de la souffrance et qu'on satisfait une partie des personnes, ou alors est-ce qu'on donne un sens on pousse la vie et on aide les autres personnes? Et c'est ça l'éthique, en fait. C'est-à-dire que l'éthique, il n'y a jamais de bonne solution, c'est-à-dire c'est de choisir la moins mauvaise solution. Et ce qui est terrible pour nous lecteurs, c'est qu'on a l'impression à chaque fois qu'un personnage en fait expose ses arguments, d'être dans son camp, et il suffit que l'autre lui-même s'y oppose et présente sa position qui est littéralement adverse, et celui-là aussi on le comprend. Oui, finalement ils ont tous raison, c'est des déchirements permanents, et on se rend compte que c'est vraiment des questions très compliquées. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui, et qu'elles soulèvent beaucoup de questionnements, d'émotions, et même avec les lois c'est compliqué, parce que les lois sont générales,
Et ces cas-là sont très particuliers. Et c'est vraiment cette particularité-là que j'ai voulu souligner. Et c'est ce qui va vraiment générer aussi de l'émotion chez le lecteur, j'espère. Alors, je confirme. Franck Tillier, imaginons que vous puissiez emporter 2 polars, 2 thrillers, 2 livres noirs dans l'au-delà. Lesquels emporteriez-vous? J'emporterai Frankenstein. On va rester un peu dans le sujet. Ça va très bien avec La Faille. Oui, Il est très présent d'ailleurs, Frankenstein, dans La Faille. C'est un roman qui est extraordinaire et je l'ai lu 2 fois. En fait, je l'avais lu quand j'étais jeune, ado, et quand on relit ce livre adulte, et je l'ai relu justement à l'occasion de La Faille, on voit un message différent, c'est-à-dire finalement qui est le monstre. Est-ce que c'est le créateur ou est-ce que c'est la créature elle-même? Est-ce que l'homme n'est bon et puis c'est la société qui finalement qui le rend mauvais, et puis c'est ça qui est intéressant quand on a lu parfois de relire un livre qu'on a lu jeune, parce qu'on se rend compte qu'il est complètement différent de la perception qu'on en avait à l'époque. Et si vous deviez emporter comme 2e livre un titre qui vous a plus particulièrement marqué en tant qu'auteur cette fois-ci, auquel vous pensez souvent lorsque vous écrivez? Alors je pense beaucoup au livre de Stephen King, qui était un guide en tout cas pour moi. Alors ce serait Misery. Alors pourquoi Misery? Pourquoi Misery? Parce que pour moi c'est le huis clos parfait. C'est-à-dire que moi j'adore les histoires en huis clos, j'en ai écrit quelques-unes. Je trouve que c'est un exercice fascinant quand on est un auteur. Unité de lieu, de temps, très peu de personnages, et de réussir à créer un suspense sans matériel, on va dire, avec le plus simple matériel. C'est fascinant, et c'est vrai que dans Misery, on a ça, et puis il y a le rapport à l'écriture dans Misery. C'est un écrivain qui est forcé à écrire. C'est un personnage qu'il a tué dans un roman précédent, qui va le ramener à la vie. On retrouve un peu de Frankenstein là-dedans. Et donc voilà, c'est un livre que j'aime bien relire. Et puis qui est en plus un livre quand même qui dresse tous les poils, tellement c'est du Stephen King, donc c'est terrorisant, ça laisse des images dans la tête, et donc voilà, c'est vrai que j'y pense souvent dans la construction, dans ce huis clos parfait. Nous on passe derrière, on écrit des huis clos, puis souvent on fait référence, mais c'est comme Misery ou comme Shining de Stephen King. C'est un peu le maître. Oui, c'est un peu le maître, et bon, on essaye après chacun d'avoir nos univers, mais voilà, c'est un roman qui est important pour moi. Merci beaucoup Franck Tillier. Plaisir. Avant de se quitter, si vous voulez bien, avant de mourir, on parle toujours du dernier mot. Ah oui, le petit mot. Bon, de nous laisser un petit mot dans notre registre du souvenir, ce qui nous permettra de garder un souvenir éternel de cette rencontre entre 4 planches. Allez.